Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition hebdomadaire de Tout le monde en PAX sur la page Facebook de PAX Nouvelles. Aujourd'hui, un super sujet, conseiller en voyage, est-ce encore un métier d'avenir? On aura l'occasion d'en parler avec trois intervenants, Catherine Fortier du Collège April Fortier, Geneviève Tremblay du Club Voyage Agathe Leclerc Harford, Conseil Sentier du Monde Voyage Bellevue, et Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Alors, je vais aller rejoindre nos trois invités dans quelques instants. On laisse encore quelques secondes pour laisser à Facebook le temps de faire et d'opérer sa magie, d'aller notifier comme quoi le live s'apprête à commencer. On vous invite à poser vos questions et mes commentaires dans le fil sous la vidéo. On essaiera d'y répondre dans le cadre de la rencontre ou sinon on va à la toute fin. Alors, je vois qu'on a passé le cap de la minute. Alors, je vais tout de suite aller rejoindre nos invités. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Justin. Bonjour. Allô, allô. Donc, il y a aussi Catherine qui est là. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Et Geneviève, comment va-t-on? Ça va très bien, Ola. Donc, hola, hola. On en profite pour faire un test de son en même temps, s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, messieurs, dames, le sujet, évidemment, vous avez vu dans les dernières semaines, on a parlé des différents enjeux liés à la COVID-19, comment ça impacte un peu les professionnels du voyage. Le métier de conseiller voyage va forcément être affecté, on peut imaginer, avec ce qui se passe. Alors, avant même qu'on entre dans le vif du sujet, je vous pose la question, là. Le métier va être affecté? Oui, non, peut-être. Je vais commencer par Geneviève. Qu'est-ce que ça vous dit si j'évoque cette chose-là? C'est sûr que sur le court terme, on est grandement affecté. Je pense qu'habituellement, on a un des métiers les plus sexy sur la planète. Je pense qu'on est chanceux, on fait probablement un des plus beaux métiers du monde. C'est vrai que dans les dernières semaines, voire mois, c'est très difficile. Donc, je pense entre autres à quelqu'un qui voulait venir faire un stage, puis que je reportais, parce que ça ne vaut pas la peine pour l'instant, je pense, de voir, parce que ce n'est pas la réalité. Maintenant, je pense qu'on arrive vers un creux de vague et on commence à sentir qu'on va débuter une reconstruction. Et oui, on sent quand même que ce sera certainement différent un peu dans les prochains mois, voire années. Et il faut s'adapter, ça, c'est certain. Bon, c'est sûr qu'on aura l'occasion justement d'en parler, et justement avec Catherine qui pourra nous parler spécifiquement au niveau de la formation, comment ça peut s'impliquer. Mais Justin, avant d'aller à Catherine, votre feedback au niveau de Voyage Arc-en-Ciel, comment la perception du métier a pu avoir changé avec les dernières semaines? Bien, le rôle du conseiller en voyage va être appelé à changer, ça c'est certain, parce que les besoins des voyageurs, des consommateurs vont changer aussi. On est dans un contexte où les politiques de nos fournisseurs changent très, très rapidement. Donc, ça va prendre des ressources, ça va prendre des conseillers, des conseillères qui sont en mesure de suivre la parade, qui sont en mesure de bien informer leurs clients, qui sont en mesure aussi d'archiver l'information, de la mettre à jour. Puis si la période de distanciation sociale perdure, ça va prendre également des conseillères qui sont en mesure de jongler avec les technologies de la communication. Donc, il y a vraiment différents niveaux, si je peux dire, d'adaptation qu'on va subir au cours des prochains mois. Là, actuellement, le plus important, c'est qu'il y ait une relance, mais une relance qui est orchestrée en même temps, donc une relance qui est simultanée. Il faut que les différents acteurs de l'industrie se parlent et coordonnent une relance simultanée, parce que sinon, les détaillants ne seront pas en mesure d'opérer dans un contexte où chaque acteur est un peu cavalier. On sent même déjà, il y a des voyagistes qui veulent mettre de l'avant des produits trop rapidement, tout ça. Donc, il faut que le contexte soit favorable, parce que le rôle premier d'une conseillère en voyage, c'est de conseiller ses clients. Et actuellement, le meilleur conseil à donner, c'est d'être prudent, d'être patient. Justin, j'entends très bien ce que tu nous dis. Geneviève évoquait aussi certains aspects. Maintenant, assumons que dans les prochaines semaines, ça ne sera pas forcément concerté, que ça risque de venir dans tous les sens. Catherine, du côté du Collège April Fortier, ça fait des années que vous formez des conseillers en voyage. Comment, justement, le contexte actuel va changer peut-être certaines démarches? Parce que
Justin évoque un aspect, on va souhaiter que ce soit tout coordonné, mais on sait que malheureusement, peut-être, ça risque pas d'être le cas. On se le souhaite tous. Donc, c'est quoi peut-être qui va être les habiletés au niveau des compétences? Comment vous allez vous y prendre peut-être différemment? Quel angle allez-vous aborder en ce sens-là? Bien, premièrement, il faut faire attention. J'abonde comme Justin et Geneviève qu'effectivement, là, le métier de conseiller en voyage est complètement transformé. La situation est complètement exceptionnelle. Donc, oui, il y a beaucoup d'ajustements qui sont nécessaires présentement. Cela dit, une fois que la crise va être derrière nous, une fois que les vaccins, les médicaments vont être sortis, je ne pense pas qu'on va avoir un virage à 90 degrés. Le métier ne sera pas totalement transformé à long terme. Là. Éventuellement, ce qu'on fait maintenant reste quand même tout à fait pertinent parce qu'éventuellement, on sera quand même de retour à la normalité. Mais il faut s'ajuster, c'est bien certain. Il faut comprendre aussi que nous, les gens qui rentrent chez nous, ben, ils ne seront pas prêts dans un mois. Hein? Une fois ceux qui vont commencer en septembre, ben, on l'espère, probablement que la crise va être plus derrière nous que pendant la crise. Mais on est un peu comme l'industrie, là, on est en train de prendre le pouls. Les fournisseurs sont en train de s'ajuster. On voit qu'il y a quand même tout un dynamisme qui se fait. Les gens sont proactifs, essaient de trouver des nouveaux produits. On voyait avec Transat, par exemple, l'idée de voyager en VR au Canada. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de sortir. Fait que c'est sûr qu'il va falloir s'adapter parce que je pense qu'il y a des produits qui vont émerger de tout ça, des produits qui resteront sûrement après la crise. Fait que probablement qu'il va falloir s'ajuster aussi à ce niveau-là. Et tout ce qui est au niveau du télétravail, je pense que c'est une tendance qui était déjà là, mais qui va être accélérée, qui va être encore plus importante. On verra beaucoup plus fréquemment aussi des rencontres en virtuel avec les clients. Les consommateurs ont été mis face à cette réalité-là. Donc, c'est un plus qui va probablement rester au-delà de la crise. Et nous, comme école, ben, on va travailler très certainement là-dessus parce que c'est sûr que les jeunes sont familiers avec les technologies, mais on ne rencontre pas un client comme on rencontre une gang d'amis. Donc, on aura certainement des ajustements là, pour s'adapter à la nouvelle réalité. Et dans cette nouvelle réalité-là, forcément, il y aura peut-être des compétences ou des savoir-faire qu'on va juger indispensables et qu'il était peut-être moins avant la crise. Justin et Geneviève, je vais peut-être commencer par Geneviève, j'aimerais vous entendre. Là. Et ça serait quoi, par exemple, un nouveau type de qualité que vous allez rechercher, compte tenu de ce que vient d'évoquer Catherine, qu'il y a certaines choses qui ne changent pas, mais il y en a d'autres qu'on va vouloir adapter. Donc, vous, peut-être, dans l'éventualité où les choses vont aller mieux, on va vouloir recruter, ça va être quoi des choses que vous allez rechercher pour la relève, pour des gens qui seraient embauchés éventuellement? Bien, je pense autant pour les gens qui sont à l'interne actuellement qu'autant pour ceux qu'on va engager dans le futur, on doit avoir des gens qui sont très proactifs. Donc, je sais qu'on l'a entendu tantôt de la part de mes deux collègues, la proactivité dans la nouvelle ère post-COVID est essentielle. On ne peut plus attendre l'ère des preneurs de commandes, là, des années 90, début 2000, ce n'est plus actuel. On doit aller au-devant. On doit faire connaître l'agent de voyage aussi parce que les milléniaux, les voyageurs ont besoin de nous, mais des fois comprennent mal. On l'a vu par les médias, comprennent mal. Qu'est-ce qu'une agence de voyage? À quoi on sert? On est où dans le processus? Et que ça ne coûte pas nécessairement plus cher à part un léger frais professionnel. Donc, de valoriser ça, de faire valoir notre métier, ça va être primordial. Et pour ça, on doit être proactif, on doit aller de l'avant, on doit faire de la prospection, on doit être présent, on doit donner une image de marque aussi à soi-même comme conseiller, s'amener une image de marque. Donc, quand on parle, entre autres, du mode influenceur qui est très actuel, chaque conseiller, à quelque part, devrait tendre vers cette tendance-là aussi de l'influenceur. Donc, oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent et qui doit perdurer aussi. Et qu'on doit tous s'adapter. Donc, pas seulement ceux qu'on va engager, mais ceux qui sont présents aussi encore en agence. C'est drôle que vous mentionniez l'aspect d'influenceur. Moi, j'aime beaucoup la plateforme TikTok depuis plusieurs mois, je suis. Et dans le contexte actuel du confinement, c'est devenu évidemment encore plus populaire que ce l'était. Et j'ai découvert récemment une Québécoise qui faisait des trucs super pétés jusqu'à ce que je vois dans son profil qu'elle est agente de voyage. Je me dis, tiens, agent de voyage sur TikTok, je dis original.
Mais sans aller jusque-là, est-ce que c'est d'avoir minimalement une présence plus dynamique sur Instagram, sur Facebook? Justin, avec ce qu'évoque Geneviève, est-ce qu'effectivement, ça fait partie des compétences et est-ce qu'il y en a d'autres, selon vous, là, hormis là, cet aspect-là? Oui, bien sûr. Si la reprise, la relance est graduelle, les agences de voyage, au début, vont avoir besoin de ressources qui ont de la polyvalence, qui vont pouvoir aussi faire des activités de promotion, de mise en marché des produits. Et ça passe maintenant par ces canaux-là, parce qu'on parle souvent des médias sociaux, mais aussi les personnes, les ressources qui sont en mesure de créer des beaux visuels, qui sont en mesure d'instaurer des plateformes de communication. Donc, ça va être très, très précieux au début, surtout lors de la reprise. Puis, il faut comprendre que les conseillères en voyage avaient déjà besoin de maîtriser énormément de compétences, de connaissances sur les destinations, les produits, les classes de tarification, etc. Mais là, avec le COVID, on vient d'en rajouter une couche parce qu'il va y avoir des changements au niveau des exigences d'entrée et de sortie des pays. Il va également y avoir des changements au niveau des procédures sanitaires. Donc, les clients vont avoir besoin d'être renseignés à ce niveau-là. Et l'aspect légal des transactions, donc des contrats qui nous lient avec les clients, vont devoir être révisés pour protéger les consommateurs et pour nous protéger aussi. Les clients qui ont été pris, malheureusement, là, à changer leur plan de voyage à cause du COVID, selon moi, vont avoir tendance à se tourner vers des professionnels pour les accompagner dans leur prochain voyage parce que le marché, l'environnement, si je peux dire, risque d'être fragilisé. Donc, nous, c'est une bonne chose, ça, pour les conseillères en voyage. Cependant, il faut que le professionnalisme soit au rendez-vous. Donc, c'est vraiment des conseillères qui vont devoir être très proactives au niveau de la formation et être en mesure aussi de la partager avec leurs collègues et de se garder à jour. Et d'excellents points, effectivement. Et ça en fait beaucoup, hein, quand on parle d'aspect légal. Il faut savoir au niveau des destinations, il y a de la formation. Catherine, j'aimerais avoir un peu votre feedback dans ce contexte-là. Est-ce que, d'abord, à court terme, est-ce que vous avez remarqué peut-être une baisse dans les inscriptions ou au contraire, est-ce que le boulot ou le rôle d'agent de voyage a été rehaussé à un point que ça fait que les gens se disent « Tiens, je pourrais aller occuper ça ». Donc, je serais curieux d'avoir votre feedback là-dessus, mais aussi de savoir, est-ce que le portfolio ou ce que vous allez offrir comme programme va être appelé un peu à changer compte tenu de ces réalités-là, de ces exigences-là qui étaient peut-être moins présentes, à tout le moins, là. Même si c'était toujours là, on s'entend les assurances puis légal, c'était là, mais là, c'est devenu exacerbé par la crise. Donc, question à deux niveaux, Catherine. Est-ce que les inscriptions, ça se passe comment? On va commencer avec les inscriptions. Donc, nous, c'est sûr qu'on est encore très tôt hein, dans toute cette situation-là. Cela dit, ça remonte quand même à mars dernier. Nous, on a eu 2 départs depuis que la crise a débuté. On fonctionne principalement en présentiel, mais on était déjà en classe virtuelle, donc au moins on ne partait pas de zéro, on était déjà familier avec la technologie. Donc, on a réussi à conserver la plupart de nos étudiants. Pour ceux qui étaient actifs, on a été évidemment très contents là, de pouvoir poursuivre leur formation. On avait un départ, par contre, qui se faisait à la fin mars. Donc là, ça arrivait très tôt. Malheureusement, on n'a pas pu accommoder tout le monde parce que, bon, certains n'étaient pas outillés pour le faire à distance. Mais on a quand même réussi à partir le groupe et certains ont reporté à notre départ de juin. De juin. Donc, on a réussi là, pas mal à garder tout le monde. Quelques-uns ont décidé de reporter quand même en septembre parce que, pour toutes sortes de raisons, soit qu'ils n'étaient pas outillés pour le faire à distance, des raisons familiales, ou pour certains qui voulaient vraiment vivre l'expérience en présentiel. Donc, somme toute, je dirais que pour nos départs du printemps, on s'en est quand même assez bien sortis. Pour l'automne, c'est très difficile de prévoir comment les choses vont aller. C'est sûr qu'on est à une période qui est traditionnellement plus calme. D'habitude, au début de l'été, les gens ont la tête à autre chose qu'à leurs études. Et c'est sûr que nous, septembre, c'est une grosse période. Donc là, j'ai hâte de voir comment les choses vont aller. Mais bon, on sent quand même que les gens appellent, se questionnent. Donc, ça sera à voir à ce niveau-là. Mais à date, ça va. Là, je touche du bois. Ça va, somme toute, assez bien. Pour votre deuxième question, à savoir si on va modifier... Oui, est-ce que le curriculum va être appelé à changer justement pour septembre peut-être?
pas drastiquement, parce que, bon, il faut savoir que nous, la formation quand même est assez courte. Elle dure, tout dépendant de la formule que les gens choisissent, ça peut durer de 6 mois à 1 an. Donc, on était déjà beaucoup sur l'essentiel et ça sera toujours tout aussi pertinent au niveau des destinations, au niveau des produits. On met beaucoup d'emphase sur tous les outils de réservation. Donc, on va garder ça. Ça reste quand même toujours très pertinent. C'est sûr qu'on va devoir s'adapter. Geneviève et Justin ont fait allusion à 2 éléments très importants. La proactivité, ça c'est effectivement, ça fait partie là, de notre formation. Au niveau de la vente, c'est important là, de bien cerner les questions de nos clients, mais d'aller de l'avant pour proposer. Donc, c'est déjà des choses qu'on mettait de l'avant et qui vont être encore plus importantes. Et la polyvalence, bien, c'est là l'avantage de venir suivre une formation. Ça permet de venir chercher un ensemble de compétences qui vont permettre, surtout dans l'industrie du voyage, on a beaucoup de petites entreprises, donc il faut avoir des équipes qui peuvent faire différentes choses. Donc, c'est déjà sur des choses sur lesquelles on travaillait. C'est sûr que les choses évoluent, donc on va s'adapter. Je pense qu'on va mettre peut-être plus d'emphase sur tout l'aspect télétravail, où je parlais là, de donner des exemples, de rencontrer les gens en téléconférence. Fait que ça, oui, on va certainement ajouter des choses, mais on ne réinventera pas la roue non plus parce que ce qu'on faisait restait quand même très, très pertinent aussi. Je vais prendre la balle au bon en parlant de télétravail parce qu'il y a justement Patricia qui pose une question dans le fil et qui demande justement, selon vous, le télétravail va-t-il augmenter au sein de notre industrie? J'enverrai la question à Justin pour commencer, je vais ensuite à Geneviève. Est-ce qu'on peut penser que ça va augmenter? Ou je crois que oui. On l'a vu dans toutes les industries, ça a précipité l'instauration de mesures de télétravail. De là à dire que c'est ça uniquement la bonne solution, non. Mais je pense que oui, dans le futur, les horaires risquent d'être partagés, du travail à bureau et du travail à distance. Je crois que ça prend un équilibre dans tout ça. Au bureau, il y a l'énergie des collègues. Ça permet aussi de s'influencer, de partager l'information. Par contre, il y a une portion du travail qui peut être très bien fait là, de la maison et j'ai l'impression que pour plusieurs de mes collègues conseillères aussi, c'est quelque chose qui pourrait être apprécié, d'avoir un petit peu plus de temps, pas de déplacement dans la journée non plus. Donc, ça a aussi ses avantages, mais ça prend un équilibre dans tout ça. Donc, moi, je suis content que cette crise-là ait précipité un peu l'instauration de tout ça parce que dans notre industrie, c'était quand même pas... c'était pas la façon principale de travailler, là, si je peux dire. Donc, oui, ça, c'est un beau pas en avant. Donc, ça risque d'être un heureux mélange à faire là, entre les deux types de travail. Bien, dans toute crise, hein, on sait qu'il y a des opportunités, puis des fois, il y a des innovations, des évolutions. Donc, ça semble en être une. Geneviève, on est d'accord avec cet aspect-là? J'aborde complètement, en fait, dans la voie de Justin par rapport au télétravail, mais l'importance aussi de pouvoir avoir cet équilibre-là. Je pense que autant dans notre industrie que dans toutes les industries, en fait, actuellement, où c'est possible de faire du télétravail, les gens réalisent finalement qu'on entretient de très, très lourdes structures qui sont très chères. Et bon, ben, parfois, ça peut jouer aussi sur certaines autres dépenses qu'on peut engendrer ou pas, d'offrir peut-être d'autres flexibilités au niveau des employés par rapport à certains avantages sociaux ou à certains volets salariales. Sur du court terme, ça ne va pas changer tout d'un coup, mais je pense que sur du moyen ou long terme, on devrait être en mesure de voir évoluer nos modèles d'affaires, je l'espère positivement, en ce sens-là. Puis, du moins, Justin, moi, je pense qu'on est très ouvert là, à amalgamer ce télétravail-là, mais aussi avec des présences également dans des bureaux, des fois que ce soit en bureau partagé ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'on va devoir se réinventer un petit peu là-dessus, puis instaurer ça là, dans nos entreprises. Oui. La prochaine question que j'aurais pour vous, c'est, on parle de la relève hein, dans le domaine de l'avenir des professionnels du voyage. Donc, c'est des gens qu'on va présumer comme étant plus jeunes, mettons dans la vingtaine ou jeune trentaine. Est-ce que ça vient avec certains atouts du fait que peut-être ces agents-là, quand ils viennent, ils ont peut-être un réseau d'amis, un réseau de contacts qui sont plus adeptes aux nouvelles technologies, justement au Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok de ce monde? Est-ce qu'on peut imaginer que ça peut effectivement être un atout? Je pense plus spécifiquement à Justin et Geneviève pour cette question-ci, parce que vous êtes à la tête d'agence, vous êtes jeune vous-même.
Comment vous travaillez cet aspect-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez justement pour se dire, ben c'est des nouvelles clientèles qu'on peut aller chercher, alors qu'il y a certains peut-être conseillers qu'on a qui ont leur clientèle depuis 15-20 ans, c'est bien, mais on veut aller chercher un nouveau mix. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'équation, Justin? Oui, ben ma vision de ça, c'est ma vision d'un environnement sain de travail, d'une équipe de travail, c'est un peu au même titre que dans la nature. Ça prend des arbres matures, ça prend des juvéniles et ça prend des jeunes pousses. Et c'est ça qui fait une forêt en santé qui peut perdurer, qui peut vivre. En milieu d'entreprise, c'est la même chose. Les seniors ont énormément à apporter au niveau des connaissances au niveau là, qui entrent dans nos entreprises. Mais les nouveaux aussi arrivent avec une nouvelle vision de la mise en marché du voyage, arrivent aussi avec une clientèle bien souvent qui est plus jeune, un réseau de contacts là, plus jeune. Donc, ça prend cette symbiose-là, ça prend cette influence-là. Et je crois qu'effectivement, il va y avoir des belles opportunités là, pour les jeunes qui s'intéressent à l'industrie du voyage. Suite à la pandémie, bien sûr, il va y avoir une belle relance, une belle reprise. Et cette reprise-là risque même d'être plus aux couleurs des jeunes, c'est-à-dire plus soucieuse de l'environnement, plus soucieuse aussi des communautés d'accueil. Donc, c'est un peu un signe aussi. On était dû pour des changements. C'est dommage parce que ça les a précipités puis ça a fait des conséquences humaines et économiques. Mais en même temps, il y a du positif dans tout ça. Excellent point. Effectivement, Geneviève, même question? Bien, j'aborde là-dessus. Peut-être que vous avez d'autres questions, parce que je ne veux pas qu'on se répète non plus. Non, mais en fait, par rapport à cette question-là, on attire les jeunes, effectivement. L'équilibre est là. Mais il y a une question qui a été soulevée d'ailleurs par Isabelle, je crois, dans le film, qui dit « Notre industrie n'a pas les moyens de payer des salaires importants. » Est-ce que ça peut justement, au niveau de clientèle plus jeune, peut-être être un enjeu? C'est-à-dire que, oui, on veut les attirer, ils vont vouloir venir, mais peut-être qu'ils ne souhaiteront pas se lancer dans cette industrie-là, sachant que les salaires sont peut-être moins au rendez-vous que dans d'autres industries. Est-ce que c'est un enjeu chez vous, Geneviève? Bien, partout, en fait. C'est sûr que dans notre industrie, on ne se le cachera pas, les gens doivent être présents, puis c'est comme ça pour les propriétaires ici aussi. Là, on n'est pas dans une industrie où on se donne des salaires à tout casser. Là. Ça, il faut être réaliste à ça. C'est un métier de passion avant tout. Maintenant, peut-être qu'en modifiant aussi certaines choses au niveau de nos structures, on va être capable d'arriver en fait avec quelque chose qui sera dans les années à venir, sur du moyen-long terme, peut-être plus intéressant. Sur du court terme, c'est sûr qu'on n'est pas dans des salaires à tout casser, mais on se doit d'adapter quand même nos salaires au marché aussi, c'est certain, oui. Oui. Question peut-être du côté de Catherine. En ce moment, les formations que vous offrez, il y avait toujours un volet, si je ne m'abuse, de stage en entreprise. Comment ça a pu se passer dans les derniers mois et comment vous envisagez les choses d'ici la fin de l'année, mettons, dans le contexte actuel de COVID-19? C'est une bonne question. Effectivement, là, c'est une question sur laquelle nous réfléchissons actuellement. Donc, les étudiants en fin de formation doivent réaliser un stage de 2 semaines en entreprise. La réalité était, jusqu'au début de la crise, les étudiants se plaçaient tellement rapidement, il y avait tellement d'offres, on était en situation de pénurie de main-d'œuvre, donc le stage, en réalité, c'était juste une formalité. Les gens postulaient sur les postes, complétaient les documents, on devait même courir après eux pour avoir leurs documents pour les graduer. Là, évidemment, tout ça a été mis sur le hold, excusez-moi, je ne trouve pas l'expression en français. Donc là, on est en réflexion parce que le ministère nous offre la possibilité de soit reporter, parce qu'en fait, c'est un cours, hein, donc on peut le reporter à l'automne ou à l'hiver prochain. Donc, c'est sûr qu'on ne pénalisera pas les étudiants là, parce que normalement, ils doivent le faire dans un délai précis. Mais on aurait aussi la possibilité de trouver des activités qui, dans la mesure qu'on est capable de mesurer les compétences à travers tout ça, on pourrait avoir cette flexibilité-là. Cela dit, le stage reste très pertinent. On essaie de réfléchir à des activités originales là, qui pourraient essayer de simuler, mais je pense que les gens doivent vraiment vivre l'expérience.
Donc là, on réfléchit à la chose. Je ne pense pas que ça va les pénaliser pour se placer. Même ça peut être une occasion pour eux d'aller tester, d'aller voir vraiment valider. Est-ce qu'ils préfèrent? Des fois, les jeunes se questionnent, est-ce qu'ils vont plus en agence ou plus pour un voyagiste? Donc, le fait d'aller faire un stage permet des fois d'aller valider ça. Fait qu'on est vraiment en réflexion. Effectivement, là, présentement, nos cohortes sont affectées par ça. De l'autre côté, ils ne sont pas pénalisés. Donc, on réfléchit, on va sonder un peu aussi là, les étudiants à savoir comment on offrira en fait probablement les deux solutions. Là. Super. J'en profite pour saluer tous les jeunes qui nous écoutent et surtout les jeunes de cœur, parce qu'il semble y avoir de toutes les catégories là, parmi ceux qui sont à l'écoute et qui mettent des commentaires dans le fil. Puis, si je peux me permettre, Frédéric, on arrête de parler de jeunes, là, mais c'est pas qu'il y a des jeunes. On a beaucoup de gens aussi qui rentrent dans l'industrie, qui sont en réorientation de carrière. Comme Justin le disait, c'est important d'avoir une forêt hétérogène. Puis des fois, les gens arrivent avec une expérience de vie dans une industrie qui est super bénéfique aussi. Donc, ils ont leur place aussi, puis on en bénéficie beaucoup. Tout à fait. Et ces gens-là, souvent même, ont peut-être un réseau de contacts professionnels qui ont développé au fil des années. Tout à fait. J'aurais envie de ramener la discussion vers Geneviève. Bon, on parle justement quand même de l'avenir, de la relève. Dans ce cas-ci, je vais quand même revenir vers, disons, la plus jeune génération, où est-ce que parfois il peut y avoir certains clichés. Bon, c'est l'amour du voyage, peut-être qui les amène là. C'est des gens qui sont tous technologiques, la conscience environnementale. Donc, est-ce que c'est vrai tout ça? Et surtout, selon vous, est-ce qu'on pense qu'ils ont conscience de la difficulté qui peut être liée à ce métier? Donc, c'est une question en deux temps là, que je vous pose par rapport à l'attractivité du métier et ont-ils vraiment conscience là, par rapport aux clichés qu'on peut avoir des jeunes? Dans les dernières années, je peux juste dire par expérience, dans les 5 dernières années, disons, quand on a eu des stagiaires en entreprise et tout, c'est vrai qu'il y en avait plusieurs, je ne veux pas le cacher, là, qui avaient des lunettes très, très roses et qui pensaient effectivement qu'en étant en agence de voyage, on peut partir en voyage à tous les mois, puis qu'on va voyager. Ah, parce que c'est pas ça? Ben, en fait, c'est une partie. Mais avant de voyager, ben, c'est sûr qu'il faut qu'on travaille un petit peu aussi. On se doit de faire des ventes, on se doit de garder contact avec nos clients, on se doit de travailler très fort. Je ne sais pas des fois si ce côté-là, les gens sont conscients à quel point on doit travailler fort. Pendant quelques années, pour se bâtir vraiment une clientèle de gens qui vont être répétitifs et qui vont revenir pour nous voir, nous. Et pas juste donc l'entreprise, pour voir nous, donc créer un lien avec le consommateur, avec le voyageur. Donc ça, c'est quelque chose que pour ma part, j'ai vu avec les dernières années où je me devais d'enlever les lunettes un petit peu trop roses, des mettre un petit peu plus rose pâle gris, si je peux le dire de cette façon-là, juste pour au moins être réaliste finalement. Et que oui, on fait le plus beau métier du monde, mais qu'on se doit de mettre des efforts, d'être proactif. Mais j'ai eu de très, très beaux succès aussi dans les dernières années de gens qui étaient juniors et honnêtement qui tombaient avec beaucoup d'efforts et de proactivité, d'implication sociale, qui se montaient une excellente clientèle. En dans 2-3 ans, ils tombaient comme une senior. Donc, c'est possible, mais il faut mettre l'énergie. Et c'est vraiment là qu'on doit faire la distinction finalement, là. Ouais, ben, avec ceux qui vont performer dans notre métier et qui vont rester. Ben, comme dans toute chose, il faut mettre le travail, les 10 000 heures de travail pour devenir expert dans peu importe la profession, hein, comme on dit. Donc, Justin, même feedback ou peut-être un son de cloche différent? Oui, non, je rejoins très bien Geneviève. On ne se le cachera pas. On dit conseillère en voyage, mais on vend des voyages. Donc, on est vendeur en voyage. Ça prend des aptitudes pour la vente, puis il faut avoir une très bonne connaissance des produits. Et on vend le monde. Donc, qui dit le monde dit beaucoup de produits. Ça fait en sorte qu'il ne faut pas arriver avec des grandes attentes pour les premières années. Une clientèle, ça se bâtit. Un bagage aussi de compétences, de connaissances, ça se construit, ça se bâtit. Donc, au même titre que dans les autres industries où il y a de la vente, celles qui sont en mesure de performer, d'aller chercher un beau volume, de fidéliser leur clientèle, gagnent bien leur vie et, règle générale, réussissent à cheminer là, dans cette belle industrie-là. Donc,
je pense qu'il va y avoir de la place énormément pour les jeunes qui veulent embarquer. Et en plus, on va avoir à redessiner certains aspects de la profession. On profite d'une opportunité. Hein. Quand il y a une crise comme ça, ensuite, on peut repartir en neuf, puis on peut un peu influencer ce qui va découler de tout ça. Donc, je pense que les jeunes vont pouvoir, je dis encore les jeunes, mais ceux qui arrivent là, dans l'industrie vont pouvoir teinter le voyage de demain. Il y a d'ailleurs un commentaire qui a été fait dans le feed là, de Marthe qui dit pour Catherine, suggestion que votre étudiant aille en agence avant de suivre une formation pour voir tout ce qu'on doit connaître. Vous en pensez quoi de ce commentaire, Catherine? Ben, si vous êtes prêts à les recevoir, bien sûr, bien sûr. Mais si on retourne à l'avant-COVID, les agences peinaient à recruter. Et je pense que si on fait le calcul, les agences préfèrent quand même accueillir des gens qui peuvent être fonctionnels rapidement. Le but de venir chercher une formation, c'est d'arriver bien outillé pour ôter quand même un poids aux employeurs. Je ne dis pas qu'ils sont arrivés et qu'ils sont complètement fonctionnels. C'est sûr qu'il faut les encadrer à travers ça. Mais notre formation, somme toute, est quand même de courte durée. Donc, nous, notre mission, c'est de leur donner un bon coffre à outils pour qu'en par la suite, ils peuvent voler de leurs propres ailes puis quand même arriver avec un minimum de connaissances. Mais je suis d'accord qu'il y a des formations qui sont plus longues. Là, si on regarde au niveau des techniques, on parle de programmes de 3 ans. Là, effectivement, c'est peut-être plus long. Là, ça serait pertinent d'aller chercher peut-être un stage à mi-parcours ou même peut-être dès la première année pour venir corroborer le choix de formation. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose qu'on regardait des fois pour peut-être le faire en alternance travail-études, ça pourrait être super intéressant, effectivement. Ça serait... Mais des fois, les agences, avant le COVID, avaient besoin de personnes à temps plein rapidement. Donc, des fois, ça peut valoir la peine quand même que la personne arrive avec un bon bagage pour être quand même rapidement fonctionnelle et productive aussi. Là. Très bon point, effectivement. On dépasse déjà la demi-heure. Il y a encore quelques questions. Si vous avez encore un peu de temps, on peut poursuivre. On va quand même garder ça. Mais je vois une question qui est là de Patricia, et je vous la soumets parce que j'en ai une ou deux autres, mais est-ce que pour vous l'avenir serait dans les produits de niche compte tenu du contexte actuel? Justin, peut-être un mot là-dessus? Je pense que oui. Au début, quand il va y avoir la relance, certainement les produits de niche, les produits qui ne sont pas des produits de masse, si je peux dire, clairement, ils vont avoir leur place parce que c'est beaucoup plus facile de respecter de la distanciation sociale, d'évoluer dans un contexte comme ça. Puis, les besoins aussi vont avoir changé là, des voyageurs. Ça remet un petit peu, de l'avant les besoins de vivre une expérience qui est authentique et peut-être moins carte postale, quelque chose qui va aller plus vers le rural, quelque chose qui va aller vers plus, c'est ça, une expérience à dimension humaine. Donc, oui, je pense qu'on va aller vers ça. Et bien sûr, pour la reprise des activités, l'Intra-Canada risque d'être fort au début avec le corporatif. Donc, c'est ça qui devrait relancer là, nos entreprises. Quand on dit que les besoins changent, Geneviève, je suis curieux d'entendre votre son de cloche là-dessus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, là, les consommateurs? Déjà, quand le téléphone sonne, est-ce que vous entendez un peu un changement ou un ton différent dans ce qu'on peut vous demander comme question? Est-ce que vous avez déjà perçu cet aspect-là au cours des derniers jours, dernières semaines? Bien, je vous dirais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on perçoit, je pense, depuis quelques années déjà. Okay. Ce que Justin parle au niveau des niches, c'est une tendance qui était là. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai un don de chapeau qui se nomme Sentier du Monde, où vous savez, on fait des voyages justement expérientiels, où on a un côté authentique avec les gens, des petits groupes ou encore des trucs à la carte, parce que c'était présent. Maintenant, comme n'importe quel voyage actuellement, tout est un peu sur pause, mais on sait très bien que les gens vont rechercher encore davantage ce type de voyage-là, ce type de niche-là. Ça va peut-être l'accélérer d'ailleurs. Ce processus-là de recherche va peut-être être accéléré avec la crise. Ceci étant dit, là, je pense qu'il y a des beaux créneaux à aller chercher et qu'en tant qu'agent de voyage, on se doit de se spécialiser dans certaines niches, dans certains types
type de produit, justement en travaillant en équipe avec ses collègues là, pour être capable de chacun avoir sa spécialisation, puis justement pouvoir répondre à ces besoins-là plus spécifiques. Juste pour refaire un dernier petit point par rapport à ce que on parlait au niveau des formations. Je pense que de combiner plus rapidement un côté alternance travail-études ou du moins un stage d'observation rapidement permettrait vraiment de bien comprendre le milieu et le domaine, quitte à faire des petits stages d'observation en agence et chez un Théo rapidement au début avant de faire la formation. Je pense que ça l'aiderait beaucoup, beaucoup aux gens qui finissent et nous, en tant que propriétaires d'agence qui reçoivent des stagiaires, on serait beaucoup plus efficace aussi. Donc, je pense que vraiment, ça serait payant. Donc, une belle ouverture à ce niveau-là, de le faire non seulement à la fin, mais avant, et puis dans le cas de stage ou de formation. Puis c'est des choses, en fait, qu'on discutait plusieurs propriétaires ensemble, et ça fait plusieurs années. Donc, si le collège est prêt à faire ça, honnêtement, on est pas mal unanime là-dessus. Là. J'entends bien, je prends bonne note. On prend des notes. Oui. J'aurais envie de terminer avec peut-être une dernière question. On parlait, et ça a été évoqué, je crois que c'est Catherine qui l'a mentionné un peu plus tôt, on était en contexte de pénurie de main-d'œuvre jusqu'à très récemment. Et là, maintenant, les choses ont changé, bien sûr. Donc, en date d'aujourd'hui, quand est-ce qu'on s'attend à ce qu'on puisse revenir? On n'a pas de boule de cristal, personne, là, mais mettons, ça peut ressembler à quand une reprise? Et je repose la question qui est le titre de la discussion d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un métier d'avenir quand même dans le contexte actuel avec la reprise à venir, selon vous? Donc, je vais commencer par Catherine et après ça, j'irai du côté de Justin et Geneviève également. Catherine. Ben oui, clairement, on était en grosse problématique de pénurie de main-d'œuvre avant la crise. C'est sûr qu'à court terme, on ne retournera pas complètement à la normalité, mais éventuellement, nous y retournons assurément. On avait là un ratio d'à peu près 4 offres d'emploi par finissant. Wow. Donc, c'est vous dire la pénurie qu'on vivait. Donc, il va peut-être avoir fait un meilleur équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, mais assurément, il n'y a pas de raison de croire qu'on ne retournera pas vers ça éventuellement. Donc, c'est important de les former maintenant pour qu'ils soient prêts une fois que la crise sera derrière nous. C'est un peu difficile pour répondre au premier élément de la question. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas de remède, tout va dépendre de ça. Mais là, la Terre entière, c'est la priorité pour l'instant. Donc, j'ai bien l'impression que ça sera une crise qu'on parlera au passé bien plus vite qu'on le s'imagine. Mais c'est vraiment une fois qu'on aura une meilleure idée de quand ça sera trouvé que là, on pourra vraiment planifier plus en connaissance de cause de quand que la reprise va se faire. Mais ça se fait déjà, là, on voit déjà que beaucoup de fournisseurs d'entreprises arrivent avec toutes sortes d'idées pour essayer de s'ajuster à la réalité actuelle. Donc, quand même la possibilité de voyager au Canada. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un beau rapprochement entre le réceptif et le secteur du voyage. Hein. On fonctionnait un peu dans deux fuseaux horaires complètement différents. Là, il y a des liens d'affaires qui vont se développer à travers tout ça. Donc, la reprise va se faire quand même plus vite qu'on se l'imagine. Merci. Justin? Ben oui, effectivement, Catherine, les humains ont toujours aimé voyager, ont toujours voulu voyager, donc ça ne changera pas. L'après-COVID, même il y a des gens qui vont avoir vécu un peu trop de confinement à leur goût, qui vont vouloir prendre le large. Donc ça, c'est clair qu'il va y avoir de la demande, mais ces mêmes gens-là veulent le faire dans un contexte clair et sécuritaire. Donc, c'est ça qui est important. Il va falloir que les avis gouvernementaux, les assureurs et les voyagistes en même temps fassent une relance simultanée. Et ça va permettre de rassurer les voyageurs et nous, en tant que conseillers, d'être à l'aise de faire la promotion du voyage. Parce que nous, notre rôle, c'est de donner l'heure juste aux clients. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette symbiose-là, le marché va rester précaire. Donc, il faut vraiment que tout ça reparte en même temps pour que les détaillants puissent ouvrir la machine et proposer à nouveau des produits qui sont sécuritaires pour leur clientèle. Oui, on l'a vu que donner l'heure juste, ça n'a pas été simple au cours des dernières semaines et on n'entrera pas dans tous les fameux débats qu'on connaît par rapport au crédit et autres, mais c'est parce qu'il y a plusieurs versions qui circulent, mais tout à fait, très bon point. Geneviève, métier d'avenir, conseiller voyage?
Métier d'avenir, assurément, d'autant plus pertinent. Ça c'est pas ça la question. La question, c'est qui sera proactif, qui va s'adapter et qui va justement rester au fine pointe pour être en mesure de bien conseiller le voyageur. Donc, c'est là la clé. Justin a tout à fait raison. Il faut que tout le monde s'arrime parce qu'en ce moment, tout le monde lance un petit peu toutes sortes de choses. Là, je fais un test maison. On commence ça d'ailleurs aujourd'hui parmi nos agences là, au centre du Québec et en Estrie. On sait très bien que les Transat, les Vacances Air Canada, les Sunwing ont sorti des promotions toute flexibilité. Donc, on s'est dit, on va être en mesure, et on a la AVQ qui est arrivée aussi avec toutes les conditions légales à mettre sur les crédits. Donc, nous, on avait déjà envoyé les crédits, comme je suppose, toutes les agences de voyage. Mais là, je me suis dit, il faut retourner les crédits avec les conditions légales. Profitons-en pour ouvrir la porte et voir à offrir les conditions, toute flexibilité, pour avoir une idée. Comment c'est perçu auprès de nos voyageurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont contents des crédits. Là. Même s'il y en a qu'on entend beaucoup chialer, ben, il y en a beaucoup qui sont contents aussi. Donc, on va voir, je vous dirais, dans les prochaines, j'espère la semaine prochaine, avoir un son de cloche sur, bon, ben mes gens qui ont eu des crédits, est-ce qu'il y en a peut-être 50% qui veulent attendre, un pourcentage qui veulent booker l'hiver prochain, un pourcentage, on en veut pour cet automne, de grâce, hein, tout le monde. Donc, mais c'est sûr, je pense qu'avec ça, on va être capable d'avoir un meilleur pouls. Puis je pense que je me suis dit, il faut qu'on le fasse, nous, pour être capable de figurer un petit peu plus, puis informer également nos employés qui sont majoritairement à 80% sur le PCU à la maison. Ça, c'est le point pour l'instant. Donc, avec ça, je pense qu'on va être en mesure de voir un peu plus où est-ce qu'on va s'en aller pour les prochains mois. Mais c'est sûr que ça nous prend des assureurs qui vont assurer et ça nous prend les gouvernements qui vont nous donner leur juste aussi pour pas qu'on travaille encore 20 fois dans les dossiers dans les prochains mois. Donc, ça, c'est primordial. Oui, effectivement. Mais c'est un métier d'avenir, oui. C'est juste, on sait pas quand on va pouvoir rappeler tout notre beau monde, puis commencer à reformer des gens, puis réengager des étudiants, mais c'est que ça qu'on... L'incertitude est là, c'est sûr, mais ce que vous dites, c'est que c'est un métier d'avenir, mais dans un avenir avec lequel on ne sait pas encore, on n'a pas toutes les réponses. Là. Donc, un mot de la fin, est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter quelque chose? Justin, Catherine, Geneviève, avant que nous clôturons, là, je vais commencer peut-être avec Justin, peut-être un dernier mot avant qu'on termine la discussion. Bien, juste pour revenir vraiment sur le thème métier d'avenir, puis c'est quoi les qualités qui vont être recherchées dans un contexte comme ça, la rigueur, la capacité à aller chercher l'information, puis bien sûr, quand il va y avoir la reprise, les conseillères qui vont recommencer, c'est celles qui vont s'être tenues informées, qui vont suivre les formations qui vont être à jour et bien sûr qui vont avoir une possibilité de donner leur juste aux clients. Donc, ça va prendre, on va créer des pro-formats pour vraiment qu'il y ait un aspect légal rigoureux. Donc, nous, on est vraiment prêts à repartir. On attend simplement d'avoir un environnement, un contexte qui est favorable à ça. Dès que ce sera le cas, on va mettre de l'avant, on va rapatrier nos conseillères, de qui je m'ennuie d'ailleurs énormément, et on va repartir la roue et on va être en bonne position pour le faire. Catherine? Ben, moi, je veux juste rappeler la situation qu'on vivait avant la crise. On ne veut pas retourner en situation de pénurie de main-d'œuvre. Moi, je rappelle qu'on forme les gens, mais ils ne seront pas prêts en septembre. Ils vont être prêts l'année prochaine. Donc, il faut penser aussi long terme. Et un défi qu'on avait dans l'industrie, c'est d'aller attirer les gens à rentrer dans notre domaine parce qu'il y a encore cette perception-là que dans le voyage, il n'y a pas d'emploi à cause de l'Internet. Tout se fait par magie. Les gens ne réalisent pas à quel point on est une grosse industrie très forte au Québec à cause, entre autres, de la langue. C'est un avantage. On a beaucoup d'entreprises, entre autres américaines et canadiennes, qui ont leur bureau ici à Montréal, plus toutes les agences qui sont proches de leur clientèle. Donc, il faut continuer à favoriser ça et on a tout intérêt à encourager les gens à faire la promotion de notre industrie.
parce qu'on dépend beaucoup des ressources humaines. C'est ça notre force, les ressources humaines de notre industrie. Fait qu'il faut travailler en ce sens si on veut bien remonter, puis ne pas revivre ce qu'on a vécu 2018-2019. C'était une situation où c'était pas évident de trouver du personnel. Donc, il faut penser long terme, puis parler positivement de notre industrie. Effectivement, je pense que le rôle du conseiller voyage là, aurait été l'utilité, on l'a vu là, en février-mars avec les rapatriements et autres. Donc, tu sais, en quelque part, tous les gens qui n'avaient pas fait appel au service d'un agent l'auront réalisé. Alors, effectivement, c'est une bonne chose pour l'ensemble. Et le mot de la fin, Geneviève, qu'on n'a pas entendu encore. En fait, deux petits points. Je veux juste mentionner, parce qu'il y en a certains dans l'industrie qui savent, d'autres non. Nouveau au niveau de Club Voyage Offord, en fait, on est en Estrie. C'est une entreprise, on allait fêter les 40 ans cette année. Et on a une succursale à Lac-Mégantic. Et vous savez tous quelle situation tragique il y a eu il y a quelques années à Lac-Mégantic. Ce fut effroyable. Il n'y a pas personne qui peut ne pas dire que c'était une situation désastreuse. Bref, je pense que ce qu'on vit actuellement à travers le monde, c'est un énorme mégantique, mais à différents niveaux. Et c'est une crise sanitaire et tout ça. Maintenant, juste pour vous donner un exemple, première année, évidemment, c'était gestion de crise. Comment qu'on s'organise, comment qu'on réussit à tout reconstruire aussi la ville, comment qu'on réussit à tout s'organiser. Deuxième année, tranquillement, on a vu une reprise. Mais troisième année en tant qu'agence de voyage à Lac-Mégantic, on a fait une année record. Record. Donc, gardons, s'il vous plaît, espoir. C'est demain. Ça s'en vient. On ne sait juste pas le temps que ça va durer, mais moi, je garde Lac-Mégantic en tête et je me dis qu'on va y arriver. Et si je peux tout simplement terminer de cette façon-là, il y a un ami indien, en fait, qui m'a dit, quand je suis allée en Inde il y a quelques années, et qui me disait, dans la vie, tout a un début et tout a une fin. Tout. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Mais à toutes les fois que quelque chose se termine, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'ensemble, on est en train de débuter quelque chose de nouveau. On doit s'adapter, on doit être proactif, on doit rester pertinent, on doit être présent vraiment pour les voyageurs, mais on va être là. C'est tout ça. Très bien dit. Moi, c'est ma mère qui me disait que toute bonne chose a une fin, mais toute fin est une bonne chose. Alors, c'est à peu près le même. Et sur ce, d'ailleurs, nous terminons ce Facebook Live. Alors, Justin, Geneviève, Catherine, merci beaucoup pour votre générosité, votre temps et ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. On vous souhaite bonne chance pour la suite des choses et puis beaucoup de ventes au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci. Merci. Bon. Au revoir.